Donc, eh bien, ce matin, j'ai proposé une nouvelle présentation, alors qu'on a appelé sur le programme si le marbre m'était compté, mais c'est pas tout à fait l'esprit. L'esprit, c'est on part de textes très très variés de l'Antiquité à nos jours. Donc ça peut être des essais, des poésies, des romans, des encyclopédies, vous voyez. Et puis, à partir de là, on parle du marbre. Parce que justement, à cet endroit-là du texte, il y a une allusion. Alors évidemment, ça ne permet pas de tout couvrir, hein, mais vous allez voir qu'on peut quand même partir un peu dans toutes les directions. Alors on démarre par les temps antiques. Donc, on aurait pu démarrer plus tôt encore, parce qu'il y a des textes grecs qui parlent du marbre. Mais là, il se trouve que c'est donc un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ qui relate dans son traité, un énorme traité d'architecture, qui parle de tout, hein, des ciments, des enduits, des briques, des mots. Et il relate une légende sur le marbre d'Éphèse en Grèce. Et donc dans cette légende, on va parler donc il est question de construire le temple de Diane. On doit être à peu près au 5e siècle avant notre ère. Et donc on cherche du marbre dans les endroits qui sont connus. Donc Paros, Proconèse, Héraclée, Tassos, etc. Et puis c'est une légende qui est assez classique, hein. Le berger garde ses moutons, ses brebis, deux béliers se battent, font éclater un morceau de roche, c'est du marbre blanc, il va le proposer au bâtisseur du temple d'Éphèse, et ça devient un marbre supplémentaire qui va donc servir. Alors ce temple d'Éphèse est une des 7 merveilles du monde antique, donc c'est quand même pas une toute petite construction. Donc au début, il est question de marbre blanc, de Grèce, parce que c'est là que tout naît. Suivant. Alors, après, le texte, vous le lisez, je ne vais pas vous le lire forcément. Hein. Alors, on resitue. Donc, on va voir tout à l'heure, il y a un marbre, le Proconèse, c'est autour d'Athènes. Donc, Paros, c'est une île centrale des Cyclades. C'est un peu là que naît l'histoire du marbre. Mais au début, on ne s'en sert pas pour des monuments, ça ne sert que pour des petites statues, des figurines, vous voyez, un usage même très modeste. C'est que plus tard qu'on va commencer à l'extraire en masse pour des monuments plus importants. Et donc Éphèse, c'est là-haut, aujourd'hui en Turquie. Donc ça veut dire qu'on fait déjà circuler ces marbres par la mer. Oui. C'est bon. Donc là, vous avez la liste, hein, le Paros, de l'île de Paros, le Tassos, encore une île grecque, le Pantélite, donc tout près d'Athènes. Alors il y en a un autre qui n'est pas cité, c'est Limète aussi, qui est, on va dire, de l'autre côté d'Athènes, mais ça c'est très près d'Athènes. Les marbres du Proconèse sur l'île de Marmara. Tout à l'heure j'ai dû inverser, hein, Pantélite, Proconèse. On va surtout s'intéresser aux marbres d'Héraclée, parce qu'eux nous donnent une idée à la fois de lieu d'extraction, mais de modification du paysage. Alors, autre point de vue sur la question, c'est donc le traité sur les pierres de Théophraste, donc qui est un philosophe grec du IVe siècle. Il les décrit avec d'autres minéraux. Et il retient une dizaine de marbres, donc le fameux Paros, qui est tout de même le plus célèbre, hein, le plus connu, le plus blanc aussi. Et après lui, on va surtout... Il a fait une approche naturaliste, géologique sur toutes ces roches, et après ça va être complètement abandonné. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était le premier et le dernier à en avoir parlé, parce qu'après lui, on va surtout s'intéresser à des propriétés magiques ou médicinales des roches, vous voyez, suivant leur aspect, leur couleur, leur veine et tout, on va trouver des fonctions qui n'auraient plus rien à voir avec leur nature géologique. Donc, il y a quand même des textes grecs bien plus anciens qui commencent à parler des roches, en général. Bon. Alors, voilà où est Éphèse. Donc, c'est un peu l'origine de l'histoire.
Et les marbres d'Héraclée sont d'une montagne qui s'appelle le Latmos, qui est derrière. Seulement à l'époque antique, Héraclée est au bord de la mer. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un lac salé, peut-être très joli, touristique, mais c'est plus au bord de la mer. Parce que le fleuve Méandre qui descend là a complètement comblé ce golfe. Donc vous voyez, grâce au marbre, on peut aussi refaire un peu de paléogéographie, de voir l'évolution des côtes. Donc le marbre d'Éphèse, le marbre d'Héraclée, mais on dit Héraclée du Latmos parce que c'est là que sont les gisements de marbre. Alors globalement, c'est des marbres blancs, cristallins, qui peuvent tirer sur le gris ou être rubanés aussi. Hein. C'est pas du blanc pur forcément. Bon, on avance dans le temps. On passe maintenant à juste après l'ère chrétienne, donc Pline l'Ancien. Alors Pline l'Ancien, lui, il commence à énumérer un certain nombre de marbres qui sont utilisés à l'époque, parce qu'il faut dire que les Romains, en envahissant la Grèce, le fameux Empire romain, ont beaucoup exploité ce qu'il y avait. Même on peut dire qu'avant d'exploiter les marbres d'Italie, ils ont commencé par exploiter les marbres qu'il y avait autour dans l'Empire. Parce qu'il y avait un côté, mais bon, c'est conquis, on utilise, on récupère, enfin, vous voyez. Mais il y a un autre côté, c'est qu'à partir d'une certaine époque, surtout à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, l'emploi croissant d'éléments marmoréens dans les riches demeures frappa les esprits et engendra leur évocation. Donc, à la fois en les énumérant, mais aussi en commençant à trouver que la mode est un petit peu disproportionnée, il y a un peu d'exagération. Vous voyez, Pline dit, à travers les flots, nous faisons voyager les cimes des montagnes. Ça s'adresse en fait aux marbres grecs qu'on fait venir sur des bateaux un peu adaptés, hein, qui ramènent à Rome les marbres de l'Empire. Alors il dit, vous voyez, la plus grande folie de notre temps. Parce qu'avant, on pourrait dire même avant Jules César, ça n'a pas cette ampleur. Les grandes carrières d'Italie commencent au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais jusque-là, on a, alors, en plus des marbres blancs qu'on a cités tout à l'heure, qui sont au début de l'histoire, maintenant ce sont des marbres colorés qu'on va... Alors, je n'ai pas une diapo qui vous les présente, mais ça peut quand même vous donner une idée. Vous voyez, c'est quand même les marbres dits de l'Empire, qui viennent aussi bien d'Égypte, d'Afrique du Nord ou de Grèce, sont cette fois-ci très colorés. Et il y en a qui atteignent une richesse disproportionnée par rapport à une mode qui fait que tel marbre va être très utilisé, recherché, imité, parce qu'il a une mode formidable. Donc, des poètes un petit peu plus critiques vont dire, regarde, là, il dit, Martial dans une poésie dit, à propos d'une source et d'une divinité qui était vénérée, que la divinité qui préside à la fontaine semblerait plus auguste si l'onde était encore bordée d'un vert gazon et si le marbre sacrilège n'avait point couvert le tuf indigène. Alors le tuf, ce sont des dépôts calcaires qu'il y a à la sortie de certaines sources riches en carbonates de calcium et qui cimentent, qui recouvrent, qui pétrifient les mousses, les herbes qui sont autour. Donc on commence à avoir une double réflexion. Il y a le marbre, oui, c'est à la mode, oui, mais bon, il ne faudrait pas non plus pousser, quoi. Alors, oui, c'est un peu le principe donc, de la présentation. On digresse sur quelque chose de local, à propos des marbres romains. Donc, les villas de la maison, de la région, qui ont utilisé du marbre, donc dans les Hautes-Pyrénées, ou Gers, Sévillac, Pouzac, Montmorin, Valentine, là un peu plus près, Chiradong, où ils n'ont, à côté de Martre-Tolosan, dont il ne reste rien sauf dans des musées, et puis tout près d'ici, Torignan, Aubert, et puis le Saint-Bertrand de Comminges, évidemment, le haut lieu de la grande ville romaine de l'époque. Donc ça c'est Montmorin, et ça c'est Montmorin aussi. Et pourquoi? Parce qu'on va faire
un lien avec des marbres qu'on trouve sur Saint-Lizier. Oui. Alors, Saint-Lizier, du réemploi d'hôtels votifs dans le pont, par exemple. Les frises des cathédrales, hein, aussi bien la Cède que celle du bas. Tout ça, c'est du réemploi romain. Ça, c'est un marbre de Saint-Béat. Et là, c'est beaucoup plus loin, c'est à Jouarre en Seine-et-Marne, une crypte mérovingienne. Alors là, au fond, ça, évidemment, il faudrait l'agrandir, mais c'est pas... je l'ai aussi agrandi. Hein. C'est un grand antique d'Aubert qui est réemployé. Vous voyez, c'est un marbre qui est unique, le grand antique d'Aubert. Donc, il a quand même fallu qu'il voyage de l'Ariège à la Seine-et-Marne. Et ça, on appelle ça un cipolin, vous voyez, qui est flammé noir et blanc. Et on l'a vu tout à l'heure sur le côté, là, dans la photo de la villa de Montmorin. Mais on va le voir maintenant plus précisément, autour de Saint-Giron. Hein, on s'arrête sur ce cipolin de Saint-Béat. Oui. La frise à droite, là, c'est le réemploi romain. Oui, oui. Elle est, on la voit, il y en a une autre à la 7 qui est à peu près très très proche. Donc on va plutôt s'intéresser à celui-là. On avance. Encore. Voilà. Donc ça, c'est dans la rue qui mène de Saint-Giron à Saint-Lizier. Vous voyez, ce même aspect flammé noir et blanc. Ça, c'est une petite colonne du porche de l'église de Montjoie. Et ça, c'est une colonne à Oust. Oust, dans la vallée du Haut-Salate. Tout ça, c'est la même chose, c'est le même marbre. Et donc, c'est du réemploi romain. Donc, on arrive, en comparant des variétés, sachant qu'il est aussi un romain, vous voyez. Donc, on est bien sûr du romain. Et c'est un marbre qui n'existe pas en Ariège. Hein. C'est probablement un Saint-Béat, encore que c'est un faciès qui aujourd'hui n'existe plus trop. Alors on avance dans le temps, toujours. Alors là c'est une poésie sur la Moselle, mais une poésie très très longue, qui parle de tout, de l'aspect halieutique, des arbres, du paysage, et donc c'est un poète Aussonne, qui est du IVe siècle, et dedans, il y a un petit passage qui nous dit que les rubrus qui tournent avec vitesse la roue de pierre sur le grain et qui traînent sur le marbre la lame stridente de la scie dont le continuel sifflement se fait entendre sur ces deux rives. Et donc, dans une poésie, vous voyez, qui n'est pas du tout axée sur le marbre, dont il parle... Alors, aujourd'hui, on a retrouvé leur nom actuel, c'est donc du côté de Trèves en Allemagne. Hein, les rubrus, c'est la ruère aujourd'hui. Donc, renommé pour ces marbres, c'est en fait une variété qui n'est pas vraiment du marbre, c'est ce qu'on appelle un porphyre, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Mais surtout, on ne pensait pas que les Romains avaient inventé le système mécanique qui fait passer de la rotation à la translation. Les moulins, tout ça, les roues, ça tourne, ça va. Mais pour faire passer de l'un à l'autre, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, on avait bien des indices sur certains sites, mais ou qu'on avait mal interprété, ou qui étaient un petit peu passés sous silence. On avait deux exemples en Jordanie et même en France, où on pouvait penser que, effectivement, ils avaient inventé un système qui permettait de passer du rotatif à l'alternatif. Peut-être voilà. Donc ça moi je rapporte. Je pars du texte, si vous voulez, et puis je vous dis, parce que moi j'en ai tiré, mais ce que des scientifiques du domaine en ont tiré, des gens qui sont spécialisés dans les mécanismes antiques. Donc ça c'est une étude qui peut être soit une thèse, soit, je ne sais pas, c'est une étude de laboratoire. Donc voilà la roue qui entraîne. Alors vous savez, c'est une sorte de scie plate, comme il y avait autrefois là, des scies de menuisier où il y avait un tendeur au milieu, là, je sais pas, vous savez, ça fait un cadre, il y a une ficelle, et on peut tendre un peu pour rigidifier la lame. Donc c'est la même chose en plus grand, et probablement, dans la partie inférieure, avait, mettons, 3 lames métalliques côte à côte, qui permettaient de débiter surtout des fûts de colonnes récupérées et d'en faire des plaques.
Alors on avance dans le temps, hein, c'est le principe. Donc la Renaissance, les poèmes de Ronsard, du Bellay. Donc à la Renaissance, on redécouvre l'Antiquité. Ça avait été, enfin, plus qu'abandonné même, hein, tout est en ruine, la notion de patrimoine n'existe pas. Et donc, on redécouvre les statues grecques, l'art grec, les temples, tout ça. Mais les poètes de l'époque, oui, d'accord, mais tout ça, ce n'est que ruine, vous voyez. Et comme c'est un peu le thème de la vie ne dure pas, profiter du temps qui passe, du jour qui est, aussi bien au niveau des fleurs, ou c'est pareil pour la fleur que pour les constructions humaines. Donc, bien oui, j'ai bien vu tout ça. Mais que l'herbe a surmonté les vieux murs romains des poudreuses reliques. Donc ça, si vous voulez, c'est l'envers du décor de la Renaissance. On redécouvre l'art de l'Antiquité, et d'un autre côté, on s'aperçoit que ça n'a pas survécu autant que ça. Oui. Alors, à part du Bellay qui, dans un poème, compare des choses avec du marbre tiré d'Afrique. Donc vous voyez déjà, il y a une indication, lui est un peu au courant, parce qu'il y a un marbre qui s'appelle l'Africain, donc il fait des relations entre ce qui est connu et puis ses allusions au marbre. Donc, du Bellay, là, qui se lamente un peu sur la temporalité des choses, hein. Si sous le ciel fut quelque éternité, les monuments que je vous ai fait dire, non en papier mais en marbre et porphyre, eussent gardé leur vive antiquité. Donc hein, le temps qui joue, qui a son rôle destructeur. Donc ça va juste nous servir pour ça, hein, marbre et porphyre. Donc on va faire une petite digression. C'est quoi du porphyre? Oui. Alors, le porphyre, au début, était classé avec les marbres. Ça se polit. Donc, polymarbre. Mais c'est beaucoup plus proche du granit, le porphyre, que du marbre. C'est une roche qui est beaucoup plus dure, mais qui a eu une gloire, en particulier ce verre de Grèce, là, avec ces petits cristaux en étoile ou en baguette. C'était très recherché, très rare et très recherché. Donc là, vous avez le porphyre antique d'Égypte, sur un marbre rouge, qu'on appelle aussi rouge antique, parce que il y en a en France. Mais là, vous avez le porphyre vert de Grèce. Et alors, celui-là, c'est le fameux d'Allemagne qui était cité tout à l'heure dans la poésie d'Aussonne, et qui était recoupé sur place par ces fameuses machines. Alors, on va dire que c'est un substitut à celui-là quand on l'a pas, vous voyez. Hein, on n'en a plus de celui-là, où il est trop loin, il est trop perdu dans les montagnes. C'est comme le porphyre d'Égypte, il était en plein désert, hein, il n'était pas non plus forcément au bord de la mer. Alors depuis, il y a eu un autre porphyre qui lui ressemble un peu, le porphyre de Suède, qui a été, vous le voyez beaucoup au château de Pau, par exemple, parce que c'est au 19e, c'est le roi de Suède de l'époque, qui était un Français, mais je perds son nom momentanément. C'est pas grave. Donc il a mis du porphyre de Suède puisqu'il était de Suède. Donc au château de Pau, ça c'est au château de Chantilly. Hein. C'est Bernardo. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le château de Pau, on parle d'Henri IV, mais il y a toute une partie beaucoup plus récente, hein, à Pau, au 19e siècle. Hein. Il y a beaucoup de choses qui datent de l'époque napoléonienne. Donc ça, alors celui-là, il a un nom latin qui fait référence à du gazon, à de l'herbe, vous voyez, parce qu'il c'est très enchevêtré tout ça. Donc voilà les porphyres. Alors, à propos des porphyres, c'est amusant parce que on pourrait, une autre année, faire une présentation, le Tour de France des marbres, par exemple. Hein, on prend une étape du Tour de France, et là où elle arrive, où elle passe, hop, on fait une référence à un gisement. Et alors cette année, c'est amusant, parce qu'il y a une étape à la planche des belles filles. Il y en a une avec les hommes, et il y en a une avec les femmes en fin de semaine. Là. La planche des belles filles, c'est au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Plancher-les-Mines. Et à Plancher-les-Mines, il y a un porphyre vert
un peu, on va dire un peu comme celui-là, qui a été utilisé à la basilique Notre-Dame de Fourvière, par exemple, vous voyez. Donc oui, vous pouvez très bien partir d'une étape du Tour de France pour arriver à une roche locale utilisée dans un grand monument. Les porphyres de Haute-Saône ont été utilisés, entre autres, à Notre-Dame de Fourvière. Et donc c'est vert et blanc, on va dire. Mais c'est moins... Et il y a quand même des choses amusantes, parce qu'un jour, je croise des gens que je connais, qui étaient avec des amis, qui avaient sur eux quelques échantillons tout petits d'une villa gallo-romaine de Charente. Bon. Voilà. Alors si on reconnaît la fameuse griotte, qui est un marbre noduleux qu'on trouve dans les Pyrénées, bon. Et puis il y avait ça, un tout petit bout en fuseau. À l'époque, j'avoue que, bon, d'accord, ça ressemble à du porphyre et tout, et c'était bien un bout de porphyre de Grèce, vous voyez, qui avait été utilisé, mais alors oui, avec parcimonie, dans une villa gallo-romaine de Vendée. Ah non, Vendée ou Charente? Sur Plassac? Peut-être. Je me souviens plus. C'est connu, hein, mais... Bon, allez, on avance dans le temps. Alors, maintenant, on va utiliser une fable de La Fontaine pour parler de ce qu'on appelle le marbre statuaire. Hein? Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en filamblette, qu'en fera dit-il? Mon ciseau sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Donc en fait, il choisit ça, et le titre de la fable, c'est le statuaire et la statue de Jupiter. Et donc il fait une statue qui est tellement bien réussie, tellement ressemblante, que les gens lui disent « Ah, mais il lui manque plus que la parole. Hein » Et donc l'artiste, devant sa création, c'est pas qu'il prend peur, mais il se dit « Ouh là là, j'ai peut-être fait trop bien. Hein » Et ça peut arriver que sur une création monumentale, on soit un peu dépassé par sa création. Un peu. Alors, le blanc statuaire, comme son nom l'indique, hein, il est fait pour faire les statues. Et donc il a une composition, une cristallinité très 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 régulière, ce qui fait qu'il y en a très très peu. Alors le plus connu, c'est le Carrare. Hein. Le Carrare, aujourd'hui, c'est le blanc statuaire utilisé, mais tout Carrare n'est pas du statuaire, hein. C'est des matériaux qui sont beaucoup plus chers et plus rares. Le fameux Paros, hein, du début de l'histoire, là, était aussi un blanc statuaire très reconnu. Donc, on va parler un petit peu. On a toute une bande de marbre blanc qui pourrait être statuaire, hein. Depuis Aulus, Hercé, ça traverse Seix, Esbins, après ça va continuer vers la Bélongue. Vous voyez, il y a toute une bande de marbre blanc là, dans un secteur géologique bien déterminé des Pyrénées, qu'on appelle la zone interne métamorphique. Mais ces marbres d'Ariège, malheureusement, ils sont trop fracturés. Il faut quand même sortir des blocs simples pour faire une statue dedans. Hein. Si vous sortez des petits morceaux de la taille d'une tête, c'est pas possible. Alors après, on va avoir quand même de meilleure qualité. Arguenos, c'est dans la Haute-Garonne. Saint-Béat, qui est le haut lieu du marbre statuaire, donc depuis la colonisation romaine. Sos, qui n'est pas très connu, et qui fait un très beau marbre statuaire, qui a même été utilisé par des sculpteurs du 19e siècle. Et Louvis-Soubiron, là on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui. Voilà les principaux marbres blancs, Ariège et ceux de la Chaîne. Alors, tous les ans, il y a un symposium de sculpture à Saint-Béat. Donc celle-là, elle a déjà une dizaine d'années. Hein. Elle est mise dans Saint-Béat. Là, c'est une de l'année dernière, donc en blanc de Saint-Béat. Alors évidemment, quand c'est frais, c'est très très blanc. Hein. Après, ça se ternit un peu, hein, la statue là déjà. Et puis ça, c'est une statue qui est à l'entrée du sanctuaire de Pétaram entre Lourdes et Pau. Hein. Mais c'est un sanctuaire marial, un peu comme Lourdes. Et ça, ce sont des statues, il y en a 5 en façade, qui sont faites en marbre blanc de Louvis-Soubiron, qui est dans la vallée... c'est la vallée de quoi? La vallée d'Ossau. La vallée d'Ossau. Hein, en face, un truc en Reims. Ça reviendra. La Reims. Hein. Prenez la vallée d'Ossau, qui est très très touristique. Hein. Il y a un passage vers l'Espagne.
un gros village qui s'appelle La Reims, et Louvy-Soubiron est juste en face, et on voit des traces blanches dans la montagne du temps de l'exploitation. Donc, Saint-Béat, Sost, c'est des statues qui sont maintenant dans des musées en Amérique ou en Grèce, ou de sculpteurs français, mais je l'ai pas là. Oui. Donc voilà pour les marbres statuaires. Alors, on avance dans le temps, Louis XIV. Alors, on se sert d'un poème d'Alfred de Musset qui s'appelle « Sur 3 marches de marbre rose ». Donc, vous souvient-il de ces marches de marbre rose en allant à la pièce d'eau du côté de l'Orangerie. Alors, on va s'intéresser au marbre de Versailles. Donc, on saute là, on continue. Alors, il y a ici ce rouge et blanc, c'est du marbre de Belgique. Parce que la Flandre, le sud de la Flandre, c'était français à l'époque. Donc, le principe de Louis XIV, c'est, quoi qu'il en coûte, on met français. Donc, on va le chercher, on envoie des gens sur le terrain, et on va chercher le marbre n'importe où, du moment qu'il est beau, et quand on va inviter des personnalités étrangères, des rois, des ambassadeurs, ils voient ce que la France est capable de produire. Vous voyez, il y a c'est ce double aspect, Louis XIV. Donc, le marbre de Rance en Belgique, et puis ici, du marbre de Campan, rubané, il fait des bandes. Il est même monté, vous voyez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour faire un effet d'optique en livre ouvert. Donc, le Campan des Pyrénées centrales, le Rance de Belgique, et, on suit à la suite, le Cône Minervois, donc au Grand Trianon, sachant que là derrière, c'est à nouveau du Campan. Et il y a aussi du Sarancolin, parce que Campan-Sarancolin, c'est sur 2 vallées. Il y en a un qui est un peu sur la crête, puis l'autre. Mais ça se touche à quelques kilomètres. Et surtout, ça appartient à des barons, à des comtes de l'époque qui ont des terres là. Vous comprenez ? Donc, ils ne vont pas aller le chercher en Ariège, par exemple, ils vont aller le chercher chez eux. Parce que comme ça, il y a du bénéfice en même temps. On fait des radeaux en bois, on vend le bois arrivé à Bordeaux. Enfin, vous voyez, on est sur les terres du duc d'Antin. Et d'ailleurs, le Sarancolin qu'on voit pas là est aussi appelé marbre d'Antin. Et ça, c'est le Cône Minervois, donc, entre l'Aude et l'Hérault, où il y a les carrières ont été remises aménagées pour les visites. On voit encore des colonnes qui sont restées, qui n'ont pas été terminées, quoi. C'est pas difficile à visiter, c'est très facile d'accès, oui. Alors, on avance toujours. Alors, on ne peut pas non plus avoir des textes tout le temps, c'est pas possible. Et puis la nature des textes évolue depuis. Ça peut être aussi bien une fable, une poésie, un compte-rendu. Et donc, quand on va se rapprocher du 19e, on va avoir de plus en plus de références scientifiques, en quelque sorte. Il va commencer à y avoir des expositions nationales, puis universelles et tout, mais on arrive encore. Donc George Sand, par exemple, qui écrit qu'elle préfère, plutôt que les statues que veut voir son ami Musset, elle préfère le marbre brut des montagnes. Donc elle